agriculture conventionnelle. Donc une agriculture qui est totalement différente en fait, qui s'inscrit en opposition à tout ce que je viens de décrire, parce qu'on adapte le paysage, on s'adapte moins au paysage, on a des monocultures, des champs plats, des grandes superficies, donc on utilise des intrants chimiques, on n'a pas de gestion durable des ressources naturelles, notamment de l'eau, et c'est un système qui voilà, les dépendances se créent les unes aux autres, on est en monoculture, donc tout ce qui est ravageurs, maladies, etc. vont se développer plus rapidement, donc on va essayer de lutter contre ça, non pas par des interactions biologiques, par la sélection naturelle des semences, etc., mais en essayant de faire des semences améliorées, exemple des hybrides, des OGM, dont le but va être de les adapter aux attaques, des attaques qui finalement s'adaptent elles aussi, et qui créent des résistances elles aussi, donc tout un système qui va au-delà, puisqu'on a une adaptation. Le choix des semences se fait pas forcément sur la qualité nutritive du produit ou sur la qualité de la production, ça va être aussi un choix des semences qui est fait pour, par exemple, il y a énormément de choses, mais par exemple je vais citer ce qui montre que ça s'inscrit dans un cadre plus large, faciliter les transformations agroalimentaires. Par exemple, il y a des espèces de blé aujourd'hui qui ont été choisis parce que leur transformation est plus simple en agroalimentaire, et ce sont d'ailleurs des espèces de blé très fortes en gluten qui favorisent l'intolérance au gluten, une problématique dont on parle de plus en plus. Voilà, donc un tas de choses, je pourrais en dire 100 fois plus, mais je pense que je vais arrêter là. Donc une agriculture, vous aurez compris, pour le deuxième système, qui est une agriculture simplement de production économique, alors que le principe de l'agroécologie, c'est qu'on est dans un système à la fois qui concilie l'économique, le social et l'environnemental. Alors, c'est un système dans ce cadre qui est très important pour les pays du Sud, et donc qui va de pair avec la mission de solidarité, de lutte contre le chômage et la pauvreté rurale. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il y a environ 40% de paysans et d'agriculteurs. On pourrait certainement, à mon avis, compter plus, parce que c'est vrai que s'il y a aussi, c'est très dur à tracer, et surtout très dur à tracer le nombre de personnes qui dépendent de l'agriculture sans être reconnues comme agriculteurs, sans compter de la non-reconnaissance officielle et formelle de nombreux paysans. Mais voilà, donc on est dans des chiffres aux alentours de 40%. Et on est sur cette population paysanne, et la première population des pays du Sud, c'est la population la plus importante, qui peut dépasser 60, 70, 80% de la population rurale, pardon. Donc dans cette population rurale, il y a la population qui vit directement de l'agriculture, mais il y a aussi une grande part de la population qui vient directement de l'agriculture. Et on est et ce sont déjà les paysans qui sont les plus pauvres dans le monde. Enfin, c'est la majorité des personnes les plus pauvres dans le monde sont des paysans. En gros, oui, voilà, je vais vous donner des chiffres un peu plus concrets. Sur environ 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, donc je souffle dans le micro depuis tout à l'heure, c'est insupportable, t'aurais pu me le dire. On m'entend quand je parle là, en fait. Et excusez-moi. Donc voilà. Donc les 3/4 des pauvres dans le monde sont des agriculteurs, et les 2/3 du environ 1 milliard, ça varie d'une année à l'autre, de personnes souffrant de la faim dans le monde sont des paysans. Donc voilà pourquoi l'agroécologie nous semble un enjeu majeur au Sud. Un enjeu parce qu'on a divers avantages. Donc j'ai parlé des 3 dimensions, je vais y revenir. Donc une dimension environnementale et sanitaire. Il faut que je fasse des signes. Ouais. Bon, on peut s'arrêter là. Non, en fait, celle d'avant, je n'ai pas mis trop d'images, parce qu'en fait c'est la plus évidente, et c'est celle sur laquelle je pense que j'ai moins besoin de revenir, parce qu'avec tout ce que je vous ai décrit, on aura bien compris que sans intrants chimiques, avec une gestion durable des ressources naturelles, on est dans un respect environnemental. Ensuite, on est sur une augmentation de la biodiversité dont je vais parler. On est aussi sur ce qu'il faut voir là-dedans, c'est pas simplement à contrario du système d'agriculture moderne, c'est aussi voir que c'est quelque chose de durable, dans le sens où on n'est pas simplement dans une fertilisation à court terme des sols pour la production, on est dans un système qui favorise via ces interactions biologiques une régénération des sols, des processus durables. Donc j'ai parlé de rotation des cultures, de diversification des cultures, de gestion naturelle des ressources, etc. Donc on est dans ce système-là. Et au sud, ce qui est très
très intéressant avec cette approche, c'est que, je vais prendre l'exemple extrême, c'est que dans des situations, des conditions très difficiles comme des conditions de sécheresse, je prends cet exemple parce qu'on pense forcément aux pays d'Afrique subsaharienne, l'agroécologie fait ses preuves en termes de production agricole, là où, je continue à souffler dans le micro, c'est ça? Non, Ah, pardon. L'agroécologie fait ses preuves là où l'agriculture moderne ne peut pas les faire, parce que sur la fertilisation via des intrants chimiques favorise sur le long terme la dégradation des sols, et sur des terres qu'on peut appeler des terres mortes à fertiliser, qui ne sont plus vraiment fertiles, les engrais chimiques ne peuvent rien, alors que avec de la fumure, du compost, on arrive à rendre fertiles des terres qui n'y sont pas. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites en Afrique subsaharienne et qui démontrent ça. Puis on a l'exemple très connu aussi de Pierre Rabhi qu'il cite souvent quand on n'avait pas voulu, le Crédit Agricole avait refusé de lui faire un prêt parce que c'était des terres non fertiles et que c'était du suicide, et qu'en fait il en a fait un merveilleux champ, et enfin non, un merveilleux écosystème. Et donc voilà, la prise en compte des équilibres, je ne sais pas pourquoi je regarde ma feuille parce que je ne la lis pas depuis tout à l'heure, et d'un point de vue sanitaire, je vais en arriver au point de vue sanitaire, c'est un avantage pour les agriculteurs. Dans les pays du Sud, on est sur de l'utilisation intensive d'un intrant chimique qui n'est pas régulé, et on est sur des maladies visibles. Alors elles sont peut-être moins visibles chez nous, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de plus en plus de problèmes sanitaires pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. Et là je parle que de l'usage de produits chimiques, je parle pas de sujets plus polémiques qui sont les effets sur la santé des OGM et des autres semences améliorées. Donc voilà, sur le consommateur. Et puis à long terme aussi, on a tout ce qui est pollution des eaux, l'utilisation intensive des eaux dans les systèmes modernes. Bon, je vais passer maintenant aux avantages économiques, puisque là c'était vraiment les avantages économiques, bien sûr une forme d'agriculture qui n'utilise pas d'intrants chimiques, qui utilise des engrais naturels, produit de l'élevage, du compost, du vermicompost, et qui utilise des méthodes phytosanitaires via des produits naturels, ou bien simplement les interactions biologiques entre plantes, etc., coûte moins cher, forcément. Donc on a une réduction des coûts et une réduction des dépendances au marché, une réduction des transports. Il y a le non-achat aussi des graines, des semences, donc parce qu'on est dans un système de semences reproductibles. Et bien entendu, au-delà d'un certain cycle, il faut racheter des semences de base, etc. Mais donc on est quand même sur une logique de reproduction des semences. Donc je vais vous prendre l'exemple du projet qu'on mène en Inde avec Navdanya, donc l'association de Vandana Shiva dont François a parlé tout à l'heure. Donc en Inde, on est dans une situation catastrophique. On en est à je ne retrouve plus les chiffres. 80 000 suicides. C'est polémique. Oh oui, c'est le nombre est polémique, puisque on est entre certains vont environ 200 000 suicides depuis le milieu des années 90. Certains monteront jusqu'à 250 000, d'autres réduiront, parce que ça dépend de comment on pense les causes, mais tout ça à cause d'un système économique qui de l'agriculture conventionnelle, où les paysans sont devenus dépendants du marché pour les semences, dépendants ensuite parce que ces semences sont plus demandeuses en eau, elles sont plus fragiles dans des conditions difficiles, comme j'essayais tout à l'heure j'ai parlé de l'agroécologie, donc à l'inverse, les semences améliorées sont souvent plus fragiles dans des conditions difficiles, et les besoins d'intrants de produits phytosanitaires qui sont bien entendu faits tout pour être adaptés aux semences et rachetés tous les ans, tout comme les semences. Tout ça crée un endettement profond qui fait que les paysans se retrouvent complètement endettés sous l'eau dans un cercle vicieux, et c'est pour ça qu'on est dans un nombre de suicides qui est quand même impressionnant en Inde.
Donc avec Navdanya, l'idée c'est un projet, je ne vais pas vous décrire en détail le projet, mais c'est de la formation, donc ça fait 2 ans qu'on le mène, on est en train d'entamer la 3e année, c'est de la formation d'environ 300 agriculteurs à l'agroécologie et la mise en place de banques de semences. Donc les paysans tous les ans récupèrent des semences et les donnent aux banques de semences, et ils récupèrent aussi, il y a des gardiens de semences au sein des villages qui s'occupe aussi de la sauvegarde des semences et de l'aide aux autres paysans en semences. On est donc à peine 2 ans du projet, on a vu une cessation totale d'utilisation d'engrais chimiques, d'intrants chimiques et de produits phytosanitaires chimiques, une indépendance totale sur les 300 paysans suivis en à peine 2 ans, plus d'achat de semences au marché. Et un fonctionnement qui se pérennise des banques de semences, même si l'année dernière on a eu quelques difficultés à cause des très graves inondations qui ont touché notre zone de projet. Et donc on est d'ailleurs, en parlant des inondations, on est sur des résultats agricoles pour ces familles qui ont souffert. C'est dans l'Uttarakhand, le nord de l'Inde, donc il y a eu des inondations meurtrières en juin dernier. Et les résultats agricoles des familles étaient bien meilleurs que les résultats agricoles moyens dans la zone, grâce aux pratiques enseignées et pratiquées. Donc à partir de là, donc on a cette indépendance aux intrants chimiques, au marché et aux semences. J'aurais aussi un autre exemple qui va me permettre de replacer les avantages économiques dans une autre dimension. Ça va être au Sénégal. On intervient aussi sur un projet de valorisation des céréales locales, et avec les familles, donc les exploitations familiales, parce que c'est très souvent des exploitations familiales, c'est plus souvent des exploitations familiales, c'est le format le plus fréquent, et donc on est on a fait les comptes d'exploitation avec ces familles, et dans ces comptes d'exploitation on rentre l'ensemble du coup des coûts de production, et on essaye d'établir un coût de vente avec une marge, etc. Donc nous, notre idée c'était d'avoir un prix rémunérateur bien sûr pour le producteur, et on s'est rendu compte qu'avec des comptes d'exploitation dans lesquels étaient comptés les engrais chimiques, comme c'est un coût qui n'est pas l'utilisation d'engrais chimiques, comme c'est un coût qui n'est pas compressible, enfin qui n'est pas incompressible, mais qui est réel, ce coût est forcément reporté dans le compte d'exploitation. Et si on met un prix rémunérateur aux paysans, il y a tout un contexte autour, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles intervenir, je suis d'accord. Là je prends cet exemple précis, en ce moment, dans la situation actuelle, on en arrivait à un coût de céréales qui était bien au-dessus du coût du marché, et qui était invendable. Donc que faisaient les paysans pour réduire, comment ils réalisaient leur compte d'exploitation avec ce coût d'intrants chimiques? Ce qu'ils réduisaient dans le compte d'exploitation pour que ça rentre dans les lignes, quand on essayait de le faire ensemble, ils réduisaient le coût de la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre familiale. Donc c'est un coût qui, s'adapte, mais c'est leur revenu. Et donc on avait, en gros, c'était une vente à perte, des emplois non rémunérateurs, et c'est aussi un facteur de pauvreté. Donc on a réussi maintenant avec le projet à mettre en place de l'agriculture sans engrais chimiques, et bien entendu du coup on arrive à avoir un prix rémunérateur pour les paysans tout en ayant un prix de vente qui soit adapté au marché. Après on a tout un autre système de régulation, comme je disais, il y a beaucoup d'autres choses autour sur lesquelles travailler, mais je ne vais pas revenir sur l'ensemble du système des prix et du marché. Mais en tout cas, voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer les impacts sur la rémunération des intrants chimiques. Donc sur la rémunération, donc j'ai parlé tout à l'heure donc là je parle de rémunération, tout à l'heure j'ai parlé de conditions de travail en parlant de conditions sanitaires, mais c'est aussi le nombre d'emplois. On est dans une agriculture, dans l'agroécologie, qui est une agriculture intensive oui, je vous ai les photos, vous voyez la banque de semences, de Navdanya, et là du vermicompost, donc ça c'est en Inde. Voilà. Donc l'agriculture, l'agroécologie permet aussi
est une agriculture intensive en main-d'œuvre, puisque l'idée n'est pas la mécanisation, n'est pas la monoculture. On a vraiment une agriculture intensive en main-d'œuvre, et avec l'augmentation qualitative et quantitative de la production et une production intensive en main-d'œuvre, l'idée est de favoriser l'emploi rural. Parce qu'on est dans des pays où, comme je vous ai dit, on a un taux énorme de population rurale vivant directement ou indirectement de l'agriculture. L'idée, c'est que malgré de belles théories économiques classiques, le secteur formel, une bonne partie informelle, mais de ces paysans sont dans le secteur informel, mais sinon les secteurs publics et privés, tertiaires, secondaires, etc., n'ont pas de capacité d'absorption de toute cette population rurale. On se retrouve avec des phénomènes d'exode rural qui sont juste une paupérisation rurale et un déplacement de la pauvreté. Et donc l'idée, c'est de créer de l'emploi en milieu rural et un emploi rémunérateur. Donc la réduction de la dépendance au marché se retrouve aussi sur la slide suivante. Oui, bon, on va rester. Ouais. Bon, il y avait un slide, ou c'est celui d'après peut-être ? Voilà, donc on va revenir en arrière après, je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est la réduction de la dépendance au marché et aussi liée à la diversification. Dans l'agroécologie, j'ai parlé de la diversification des cultures. La diversification des cultures, ça veut dire aussi donc produire des cultures diverses et donc une production variée. Une production variée, ça favorise la souveraineté alimentaire parce qu'on mange... parce qu'on a à manger un apport nutritionnel plus important en produisant des légumes, du riz, enfin ça dépend des pays, mais en produisant une culture variée et en mangeant de manière variée. Et donc une production variée qui est en faveur de la souveraineté alimentaire, qui est en faveur aussi d'un équilibre économique, parce que les prix étant dépendants du marché, un choc sur un produit, si on est en monoculture, c'est un choc sur l'ensemble de nos revenus. Un choc sur une culture quand on est en diversification des cultures, ça permet, les autres cultures permettent de rattraper ce choc en quelque sorte. Donc c'est à la fois pour l'autoconsommation un apport important d'avoir une culture diversifiée parce que c'est une indépendance au marché, plus besoin d'acheter ses légumes au marché si on les produit et d'acheter toutes ces... Voilà, on ne va pas cultiver que de l'arachide pour pouvoir acheter des légumes. On va cultiver de l'arachide, on va cultiver des légumes, etc. Et donc on voit avec Navdania qu'en à peine 2 ans de projet, ça c'était l'évaluation de fin des 2 ans, on est passé dans la zone de 3-4 variétés en moyenne de légumes cultivés pour les paysans qui cultivaient des légumes, ce qui n'était pas le cas de tous, à plus de 10 en moyenne par famille. Et encore là, on est à la fin de la 2e année, juste après le drame dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même énorme. Et donc on est sur des populations qui nous disent clairement qu'ils n'achètent plus leurs légumes au marché et il y a des créations de surplus pour la vente. Donc on était déjà dans une question de souveraineté alimentaire à la base sur ce projet et de souveraineté économique. Et la diversification, c'était les photos qu'on a vues précédemment, c'est aussi une diversification de l'offre. Ça peut aussi permettre d'ajouter plus de valeur ajoutée à sa production. Ça, c'est des aspects, c'est pas directement lié à l'agroécologie, mais c'est ce qu'on fait sur nos projets, c'est on peut utiliser une partie de la production pour la transformer, ce qui augmente la valeur nutritive pour l'autoconsommation, mais ce qui augmente aussi la valeur ajoutée pour la vente. En ayant plusieurs productions, voilà, c'est plus simple de se replier sur une production pour la vente. Je vais passer, j'essaie d'aller très vite, je suis désolée, je vais passer aux avantages sociaux. Donc j'ai parlé de souveraineté alimentaire, j'ai parlé il y a énormément d'avantages sociaux qui découlent de tout ce que j'ai dit et qui sont évidents. J'ai parlé d'emploi, j'ai parlé de lutte contre l'exode rural, j'ai parlé de revalorisation de l'emploi rural. Il y a des avantages aussi, on peut voir indirects par rapport au genre, aux relations hommes-femmes. Par exemple, au Sénégal, sur nos zones d'intervention, plus de 60% des familles, des membres des exploitations familiales sont des femmes. Donc c'est vrai qu'on valorise l'emploi féminin agricole. Et en Inde, les hommes travaillent, souvent les femmes ne travaillent pas, donc quand ils produisent sur des terres,
c'est les femmes qui s'occupent des terres pendant que les hommes peuvent avoir une activité génératrice de revenus ou même un autre emploi à côté, et les femmes doivent s'occuper des terres. Donc on revalorise aussi la place de la femme au sein de l'agriculture. On revalorise de toute façon, de manière générale, la place du paysan et de l'agriculteur parce qu'il a un rapport à la terre plus vrai et parce qu'aussi il y a une augmentation des revenus, du travail, voilà, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, et ensuite en avantages sociaux, il y a aussi la solidarité. Et donc c'est là où on voit vraiment les multidimensions de l'agroécologie. Pourquoi la solidarité? Si on est dans une diversification des cultures, si on est sur cette relation harmonieuse, on est aussi plus facilement dans l'entraide. Parce qu'on va avoir plus facilement les moyens d'entraider son voisin. Et on le voit en Inde, les familles qui sont soutenues, le projet bénéficie à 5 fois plus de familles que le nombre de familles soutenues parce que les gardiens de semences vont distribuer des semences à leur entourage. Quand on produit de manière diversifiée et pas uniquement une culture de rente, on peut un besoin de légumes du voisin, d'un membre de la famille pourra plus facilement être apporté, etc. Et sur aussi le partage des techniques agricoles, bien sûr. Sur l'évaluation, on a bien vu que les familles partageaient leurs techniques. Donc voilà, donc je vais... Donc je vais plus ou moins... Je pense qu'on peut aller au slide suivant. Non, celui d'avant. Voilà. Donc sur l'évaluation du projet d'agroécologie avec Navdanya, au bout de 2 ans, on peut dire qu'on a une souveraineté alimentaire qui devient réellement une réalité. La quasi-totalité des bénéficiaires n'achètent plus de légumes et plus aucun n'achète ni de semences ni d'intrants chimiques au marché. La souveraineté économique est en cours. On commence seulement la 3e année de projet et donc avec une production augmentée qui permet de vendre au-delà de l'autoconsommation et de la souveraineté alimentaire et la valorisation par la transformation. Et quand on leur demande leur perception de l'agroécologie, c'est à peu près exactement retranscrit. Donc on a fait dans quel ordre sur les personnes interrogées lors de l'évaluation. Il devait y avoir un peu plus d'une centaine de personnes, et donc on obtient ça, une indépendance, une nourriture saine, une nourriture bonne, une agriculture qui ne cause pas de maladie. Donc c'est pour vous dire les réalités auxquelles ils sont confrontés pour répondre ça d'emblée, et une agriculture qui améliore la qualité des sols, une agriculture moins chère. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, je vais juste finir parce que il y a énormément de choses que j'ai pas pu traiter tout à l'heure. J'ai parlé très rapidement d'agroalimentaire quand j'ai parlé d'agriculture moderne et conventionnelle. Ce qui se passe, c'est qu'il faut effectivement, c'est tout un état de pensée quand on passe à l'agroécologie et c'est aussi tout un contexte qu'il faut changer et sur lequel il faut agir. Et nous, à Solidarité, c'est aussi ce qu'on essaye de faire en agissant sur les luttes contre les OGM, par exemple en Inde, contre l'accaparement des terres, en Inde aussi avec Ekta Pariyeshad, avec la Fédération des ONG du Sénégal, qui en fait est la Fédération des organisations paysannes du Sénégal. On intervient pour la reconnaissance des exploitations familiales qui sont pour l'instant pas reconnues. Donc tout ça, c'est tout un système. On a parlé d'agroalimentaire, de transport, etc. C'est aussi replacé dans le local. C'est un tas de luttes qui font l'objet d'autres débats et je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps. Merci. Merci Marianne. C'est vrai, on peut l'applaudir. Et nous, on pourra retrouver ça à d'autres apéros thématiques aussi, comme on en fait tous les mois. C'est de bonnes idées pour les prochains apéros thématiques. Merci pour cette présentation de l'agroécologie, un peu nous comment on la voit à l'association, et puis effectivement les enjeux qu'il y a qui peuvent être assez préoccupants, et puis en fait aussi les solutions qui font partie de ce qu'on propose et qui sont intéressantes avec le vécu des populations qui ont vécu ça dans leur projet.
On va laisser la place à Arnaud Trollet qui va pouvoir nous présenter ce que sont les métiers de l'agroécologie, enfin déjà peut-être un petit point dessus, et puis nous faire intervenir des paysans qui vont être en ligne via Skype. Merci, ça fonctionne, vous m'entendez? Bonjour, bonsoir. Merci de m'avoir convié ce soir. Donc, je m'appelle Arnaud Trollet. En fait, j'ai créé une structure qui s'appelle Savoir-faire et Découverte. Jean-François le disait tout à l'heure. Alors quand Lygia m'a contacté pour me dire on va parler d'agroécologie et notamment avec un titre Sauver l'agriculture et l'environnement autour des savoir-faire accessibles. Je dis c'est très bien. Il faut au moins être 50 comme vous l'êtes ce soir pour le faire, beaucoup plus. Et surtout, moi tout seul je peux pas. Et par contre, j'ai quelques personnes ressources avec moi, avec qui je travaillais depuis 10 ans, 14 ans maintenant, que nous avons créé Savoir-faire et Découverte, qui sont effectivement des paysans, des artisans, des artistes aussi, qui ont en France, et on va revenir en France, avec en fait plein de mots qui ont été utilisés par Marianne tout à l'heure, qui sont en fait sur lesquels on peut faire des copier-coller avec des préoccupations en France, comme la monoculture, comme la biodiversité, comme la taille des exploitations, sur l'autonomie, etc. C'est plein de mots qui effectivement vous parlent aussi à vous, sûrement, et sur lesquels il y a des histoires qui peuvent se créer, ce que vous faites au quotidien, et je trouve ça super, parce que ce que vous avez raconté, vraiment, c'est des résultats particulièrement intéressants. Mais nous, on va le jouer un petit peu différemment. J'ai pas de PowerPoint, donc je me suis dit, je vais m'appuyer sur les gens qui sont dans le réseau Savoir-faire et Découverte, qui sont ces professionnels. On va essayer d'entendre, je pense qu'on a fait un test tout à l'heure, ça devrait marcher. Et donc je me présente juste en quelques mots et Savoir-faire et Découverte avant qu'on les écoute et qu'on dialogue avec eux, parce que je crois que l'important, c'est qu'on puisse avoir cet échange sur l'agroécologie, ce que chacun aussi peut peut-être faire demain dans son métier, puisque une des questions qu'on m'avait posées, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on peut parler des métiers? Et là, ça, oui, on peut parler des métiers. Ça, on peut le faire, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, il y a plein de métiers qui se développent autour d'une économie un petit peu différente, et une économie plus locale, plus respectueuse de l'environnement. Les métiers ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous avez appris à l'école. Je ne sais pas, il y en a sûrement qui ont fait des études d'agronomie dans la salle. Il y en a combien? Il y en a quelques-uns, ouais, voilà. Et puis il y en a peut-être d'autres qui travaillent dans la banque. Non? Personne, là, pourtant dans un quartier où il y en a pas mal, mais non, personne. Moi j'ai travaillé un peu dans la banque pendant quelques années, en fait. Voilà. Donc, pas dans la vraie banque, enfin des métiers pas loin de la banque. J'ai habité Paris pendant 10 ans. Quelques mots sur moi pour comprendre aussi ce qui m'a amené à construire ce projet. Et puis j'ai travaillé beaucoup dans la pédagogie. On appelle participative ou expérientielle, pour certains qui sont dans des entreprises ou qui travaillent une pédagogie par le jeu aussi, on appelle ça comme ça. Et je m'étais rendu compte, en étant à Paris notamment, c'est encore plus flagrant que finalement on parle beaucoup de tout ça, hein, on en parle pas mal, et puis au quotidien, finalement, dans son métier, c'est un peu compliqué. Je pense que certains vont peut-être se retrouver là dans cette difficulté à s'investir dans des choses très concrètes hein, au quotidien, au-delà de peut-être écrire des journaux, pour aller militer, etc. Tout ça c'est très bien. Donc moi j'étais dans cette situation-là aussi à Paris, et en fait comme la pédagogie participative, c'est d'entraîner les gens dans l'action, dans les choses concrètes. Donc j'ai proposé au départ avec une dizaine d'artisans, d'agriculteurs. Je leur ai dit, tiens, on pourrait peut-être inviter des Parisiens, des provinciaux, enfin des Français, quoi, des gens qui habitent ici, à aller fabriquer avec vous, finalement, du pain au levain, au four à bois, aller monter un mur en terre, aller fabriquer une petite table en chêne avec du bois local, ou encore aller fabriquer des cosmétiques avec les plantes qui sont cueillies à côté de chez vous. Et on a démarré comme ça en Normandie, et maintenant, nous sommes arrivés, avec une équipe, on est 4, à un réseau de 170, un peu plus, un peu moins, donc professionnels qui sont en activité, donc qui travaillent, qui œuvrent, qui gagnent leur vie avec les métiers dont je vous ai parlé, et plein d'autres, hein, puisqu'il y a à peu près une quarantaine de métiers différents. Et c'est 2 d'entre eux que nous avons écoutés. Simplement, deux d'entre eux avec qui on a cette pédagogie participative, où on entraîne le public dans ce qu'on appelle des stages et des formations. Je ne vais pas en parler trop maintenant, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est pas l'objet. L'objet, c'est surtout dans un premier temps, de voir ce que concrètement, ce que ces gens-là font sur le terrain, et que vous puissiez, vous, peut-être après, en réaction, d'abord leur poser des questions, à eux, à moi, et puis de vous dire, mais finalement, qu'est-ce que demain, après-demain, ou plus tard,
dans quel type d'environnement je peux me trouver qui peut soit vous permettre d'aller dans ces métiers-là, soit simplement d'être dans des métiers de service qui sont autour, parce que c'est aussi des gens, ces professionnels qui ont besoin d'être accompagnés, ou en tout cas dans lequel il y a besoin de compétences diverses et variées. Mais on reviendra sur ces questions de métier, d'évolution de métier après, si vous avez envie que l'on en parle. Voilà. Je propose qu'on puisse... alors moi je ne suis pas technicien ce soir, donc je vais demander... Ah voilà, ton prénom c'est... Edmond. Alors, merci Edmond, si tu peux appeler donc Madeleine et Hervé. On va essayer de les avoir tous les deux ensemble. Alors, ils ne nous ont pas écoutés, ils n'ont pas entendu l'introduction, hein, donc ils arrivent un peu comme... on va les accueillir. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. C'est Arnaud. Et on essaie de joindre Hervé en même temps. Et vous n'arrivez pas à trouver Hervé. Si, alors c'est le... Si, enfin, ça sonne. Oui, Hervé. Super, voilà. Voilà, donc nous sommes alors je vous explique un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons, Hervé et Madeleine. Donc nous sommes dans une soirée où on parle beaucoup d'agroécologie, on parle aussi d'action dans les pays dits du Sud sur l'autonomie alimentaire. Hein, on vient d'avoir une belle conférence sur le sujet. Et là, on va s'intéresser finalement avec vous à l'agroécologie au quotidien et en France et aux métiers qui y sont liés. Et c'est pour ça que je vous ai convié à nous rejoindre, donc deux des artisans, agriculteurs et artistes du réseau Savoir-faire et Découverte, pour que vous puissiez, dans un premier temps, vous présenter, nous dire ce que vous faites au quotidien, votre métier, pour qu'ensuite, après, on aille voir finalement comment s'est inséré dans cette évolution de la société dont on parle ce soir et ce qu'on peut y faire pour aller vers une agriculture ou une alimentation plus saine et un environnement plus respectueux, et aussi vers du travail aussi avec une qualité peut-être meilleure pour certains. Alors Madeleine, puisqu'on va commencer, tu es en photo en plus, en grand écran dans la salle, donc dans ton atelier. Par contre Hervé, je suis désolé, mais j'avais pas de photo, donc tu ne seras pas en photo ce soir. Voilà, tu ne seras pas en photo ce soir, contrairement à Madeleine que l'on voit sur l'écran. Donc Madeleine Sarrazin, fabrication de cosmétiques artisanale, bio-écologique, hein, c'est le titre que l'on voit à l'instant sur l'écran. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton métier au quotidien? Et puis ton histoire en quelques mots. Oui, bonjour. Donc mon métier au quotidien, ça dépend des saisons. Donc on va dire là on est en fin d'hiver, donc c'est la fin de période de repos. Sinon ça redémarre au printemps avec la culture des plantes et la récolte aussi. Donc moi j'ai toujours fait du bio parce que je ne sais pas faire autrement et ça me semble aberrant de faire autrement, donc ça ne m'est jamais traversé l'esprit de faire autrement. Donc je cultive des plantes, je les récolte et après je les transforme pour faire des cosmétiques. Et ce qui m'amuse le plus, c'est pouvoir me partager ce que je fais aux autres. Et ça, ce que j'aime bien, c'est pouvoir montrer que l'agriculture bio, en fait, c'est beaucoup plus simple que l'agriculture chimique. Que c'est plus simple et plus productif, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie et que c'est beaucoup moins onéreux. C'est quelque chose qu'on oublie et que j'aime bien rappeler, c'est partie des choses que j'aime bien dans mon métier. Alors, juste pour poursuivre juste sur la structure, donc tu es installé en tant qu'artisan, agriculteur, ou les deux, je ne sais plus, et tu fabriques, tu mets en boîte les produits, tu les vends. Ouais. Tu les vends comment? Je vends beaucoup en biocoque et par correspondance. Donc, oui, c'est les jours après, il y a quoi? Donc, c'est surtout ça, oui. C'est les magasins de produits bio et par correspondance. Et après, les gens, l'été, qui viennent souvent, je suis en Dordogne. La Dordogne est un pays assez touristique, du coup, il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, je fais une visite gratuite du jardin qui permet aux gens de venir. Comme tout est payé en Dordogne, c'est des petits vols gratuits. Et donc, c'est une visite de l'atelier, et là, c'est vrai que je vends aussi pas mal. Et je me déplace aussi beaucoup dans les écoles, les maisons de retraite, les centres sociaux pour apprendre à faire des produits d'entretien à base de plantes, à base de sang, à base de choses comme ça. Ok.
Merci. Alors, Hervé, avant qu'on puisse avoir des questions dans la salle sur vos activités, Hervé, est-ce que tu peux, de la même façon, dire où est-ce que tu es situé géographiquement et quelle est ton activité au quotidien, voilà, ton métier? Pardon, je suis installé depuis 30 ans là, dans le département du Charbonneux, là. Donc on est entre Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand. Depuis 30 ans, et on est passé en agroécologie en 98. C'est une ferme de petite structure de 37 hectares. Donc en individuel, donc on est tous les deux avec ma femme sur la ferme là. Et donc du coup c'est une ferme de polyculture élevage. On a une vingtaine de vaches au bras, voilà, qu'on élève et on vend de la viande en direct avec ces vaches. Et puis on démarre tous les mois, on démarre une centaine de petits poussins. Voilà, pour faire du poulet de chair. Donc c'est des poulets sur 4-5 mois. Et puis on a un hectare et demi de blé, une variété ancienne, là, le blé de Bouillonné, qu'on cultive, qu'on récolte. Puis on a un moulin, et on a un moulin sur de pierre, et on vend la farine. Donc tous les produits de la ferme sont vendus en direct. Et notre quotidien, nous, c'est autour des animaux, mais autour des animaux, des soins aux vaches, des soins aux volailles. C'est tout le boulot actuellement, on démarre les clôtures, c'est le boulot des champs, c'est le boulot des terres, et puis en agroécologie aussi, on a le souci bien sûr de la production, mais on a aussi tout le souci d'autonomie alimentaire de la ferme bien sûr, mais aussi de l'autonomie alimentaire de la famille avec un jardin, des marais, l'autonomie en bois, en énergie, etc. Enfin voilà, donc il y a ce souci-là aussi, puis surtout le souci alimentaire, je me plains, etc. On voit le quotidien. Alors, on a pas au quotidien, il y a d'autres quotidiens, mais je ne suis pas tout seul. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur leur vie, enfin sur leur métier, sur le lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure? Oui. Alors, vous nous dites, Mathilde, si vous entendez bien ou pas les questions. Bonsoir, ce serait plus une question pour Hervé. Pourquoi est-ce que vous avez changé en agriculture, donc en agroécologie, parce que vous avez dit qu'au départ vous n'utilisiez pas ce genre de technique? Alors, je suis désolé, En fait, pourquoi tu as évolué en 1998, je crois, en agroécologie? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Il y a eu un changement d'un petit peu de pensée. Donc, du coup, pendant 10 ans, moi, j'étais pas du milieu urbain. Donc, du coup, c'est une installation un peu atypique avec le milieu urbain. J'avais appris l'agriculture dans les bouquins. J'étais à peu près au top dans les bouquins. Donc, là, je connaissais ça par cœur dans les bouquins. Et puis, du coup, à un moment donné, du coup, après, je me suis installé. Et il a fallu apprendre. Il a fallu, d'abord, dans un premier temps, apprendre comment fonctionnait un système ferme, parce que c'est un milieu vivant. C'est complexe, parce qu'il y a des animaux et des végétaux. Et du coup, mon beau-père, qui était en conventionnel, qui transmettait la ferme, du coup, j'ai repris ces habitudes, j'ai repris ces techniques, etc. Et ça, j'ai mis une dizaine d'années pour comprendre comment d'abord 5 ans, j'ai mis 5 ans pour comprendre comment tout ce système fonctionnait, quoi. Parce que dans les bouquins, c'est bien beau, et quand on a pris les docs, qu'on a fonctionné les docs, et qu'on a pris qu'on a pris les mains sur les vaches, en gros, c'est ça, les mains dans la terre, on a du mal à comprendre un peu comment, parce qu'il y a des ressentis, quoi. Il y a de la technique, mais il y a aussi du cœur, des ressentis. Et au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, déjà, je commence à me sentir bien, quand on utilisait des produits, des contaminants, des verdants, les antibiotiques sur la vaccination, l'écran. J'ai eu des événements aussi, parce que la santé, elle évolue aussi avec les pratiques, mais elle évolue aussi avec les gens qui sont autour. Et puis, les gens qui ont la santé, c'est une sorte de vache qui traînait, et puis de nitrate dans les affaires. Au bout d'un moment, ça c'est plus en cohérence avec
que l'on met en œuvre. Et à ce moment-là, on s'entoure de gens qui transmettent les choses. Donc en 98, je vous promets qu'il y a des anciens bio, c'était les anciens militaires, c'était les anciens de Nature et Progrès, qui nous ont transmis un peu ces pratiques, quoi, en disant vas-y mon gars, tu peux y aller, tu vas voir, c'est pas de casser la gueule, parce que tu vas passer en agroécologie ou en bio, quoi. Et du coup, ça rassure, et on se met à passer comme ça. Et après, ça semble évident. Et je rejoins, comme Hélène disait tout à l'heure, je vois pas comment on peut faire autrement. Et maintenant, je me dis, mais c'est idiot, ça aurait dû passer du départ, parce qu'en fin de compte, c'est pas compliqué. Et puis en fin de compte, on se sent bien, parce que du coup, ça laisse exprimer tout le ressenti. Voilà. Okay. Merci. Alors, du coup, effectivement, il y a un lien avec l'introduction tout à l'heure sur le fait, le passage en 98, c'est aussi la rencontre avec des gens du réseau de Méter et autres. Et c'est ce qui, vous pouvez peut-être témoigner aussi là-dessus, donc Madeleine et Hervé, sur la transmission des savoir-faire, les rencontres que vous avez, peut-être parfois dans le cadre des stages de formation avec savoir-faire à découverte, mais aussi vous avez d'autres lieux dans lesquels vous œuvrez pour, voilà, on ouvre le savoir-faire aux autres aussi. Voilà. Oui, vous pouvez. Après, il y a une question. Oui, Madeleine, oui. Madeleine. Moi, je veux bien. Ce que j'aime le plus, en fait, c'est faire découvrir, surtout quand je travaille dans les centres sociaux, où je travaille avec des gens qui sont pas du tout. Pour eux, la bio, c'est forcément quelque chose de cher, et pour les riches, c'est pas pour eux. Et je me rends compte que quand on fabrique des choses, au fur et à mesure, ils se rendent compte que c'est pas cher. Ah, super, c'est pas cher. Et à la fin de la journée, ils disent, ah, mais en plus, c'est bio. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est très émouvant de voir que, en fait, l'image de la bio a un peu cette image de luxe, alors que c'est vraiment la base. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'écologie, le premier acte de l'écologie, c'est la non-consommation. Donc on n'a pas besoin d'être riche pour être écolo, pour pas consommer, c'est pas difficile, quoi. Et c'est vrai que tout à passer ce message, c'est quelque chose, même les stagiaires qui viennent en savoir-faire et découverte, quand ils découvrent que moins c'est cher, plus c'est écolo, ça les bluffe, quoi. C'est vraiment ça, c'est un des grands plaisirs de pouvoir transmettre ce côté, plus on est proche de la terre, moins on dépense d'argent, en fait. Et mieux on se porte, ça. Donc c'est assez magique comme transmission. Merci Madeleine. Il y a deux questions, parce que vous ne les voyez pas, vous, dans la salle, mais il y a deux questions. Donc il y avait une question, vous, puis après, monsieur. Oui, bonsoir. J'aurais une question pour Hervé, plutôt. Et notamment sur... moi, j'aimerais savoir quelle a été la durée de la transition entre le modèle conventionnel d'agriculture et ce modèle agroécologique. Et durant cette transition, quel a été l'impact, notamment sur les productions... en l'occurrence animale. Est-ce que tu as entendu la question, Hervé? Il me semble que tu diras si tu dois préciser une autre chose. Sur la transition, pour un passage de conventionnel en agroécologie. Oui, c'est ça, il y avait une question autour de ça, oui. Alors oui, ça fait partie d'un cahier des charges assez... comment dire, assez cadré, enfin voilà, il y a un cadre à tout ça. Moi, je te donne ce qui s'est passé pour nous en 98, donc du coup, si tu veux, il a fallu 2 ans pour convertir terre et cheptel. Donc du coup, voilà, c'était la règle, et qui reste toujours, si tu veux, un petit peu la norme de ces 2 années quand il y a une terre qui a été, on va dire, où il y a eu des pesticides avant, eh bien, il y a eu des aliments qui ont reçu des traitements, etc. Donc, on peut convertir, les terres, il faut une durée de 2 ans de conversion. Et les aliments aussi, il faut une durée de 2 ans de conversion. Après, la question, Hervé, c'était... En volaille, par exemple, quelqu'un qui vous a installé, il y a plus de 6 mois de conversion. La question était sur l'impact aussi, peut-être au niveau économique, peut-être humain, mais économique. Alors, écoute, au niveau économique, alors, c'est une bonne question, parce que généralement, les gens, quand on passe en agroécologie, quand on passe en agroécologie, ça s'accompagne souvent, si tu veux, pour le producteur, il a une espèce de conscience de qualité de produit. Et puis en même temps, comment dire, politiquement, le geste de l'agroécologie, ça se rapproche aussi d'une certaine prise d'indépendance et d'une certaine prise de liberté. Et donc, du coup, tu te dédouanes aussi, par
par exemple, de tout le contexte de commercialisation par des coopératives, des repreneurs, etc. Et généralement, les gens, je dis là, enfin voilà, les gens en agroécologie mondiaux, les gens qui ont fait plutôt tendance à dire la vente des circuits courts. En disant, je suis beaucoup plus libre, je suis un paysan beaucoup plus libre de faire mon marché, quoi. Voilà, je produis et je vends en même temps. Et donc, si tu veux, du coup, alors effectivement, il y a des baisses de rendement. Pas tellement en production fourragère, herbagère, en production de prairies, par exemple, ça ne bouge pas en baisse de rendement. Par contre, en céréales, c'est divisé par 2 les rendements. Par exemple, chez nous, on était à 65 eaux, tu as 6 tonnes de blé à l'hectare, et en bio, en agroécologie, quand tu fais des itinéraires, c'est très simple, tu passes à des 34 eaux, à 3 tonnes à l'hectare. Donc, tu as une baisse de rendement, mais là, significative, quoi. Tu vois, quand tu utilises pas les pousseurs de production, mais alors, c'est des baisses de production. Mais du coup, tu compenses largement, parce que derrière, tu transformes et tu vas vendre directement, quoi. Donc, du coup, tu t'affiches après de produire, on va dire, de la production, tu vas plutôt sur des qualités, et en plus, tu nourris des gens en local, et ça retrouve tout le temps de la écologie, quoi. De produire et de nourrir en local, quoi. Voilà. Et de là, je ne dis pas que je nourris le monde, je nourris parce que c'est voisin, quoi. Et ça, c'est pas bien en agroécologie, quoi. Enfin, voilà. Merci. C'est une maîtrise de toute la chaîne, quoi. Merci pour la réponse, c'est assez concret et parlant. Une deuxième question. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à vous deux, à M. Hervé Ricca et à Mme Madeleine Sarrazin. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité professionnelle. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et à Madeleine particulièrement, je voulais demander si elle a déjà gagné en notoriété un prix, par exemple, en tant que sorcier gentil dans son domaine d'activité. Merci. Est-ce que vous avez entendu ou pas? Du tout, pas du tout. Alors la question, vous pouvez peut-être venir ici et puis la reposer, que je vous la répète, ce sera mieux. Vous parlez bien plus près du micro. Ok, rebonsoir ou rebonjour. Je voudrais savoir les difficultés que vous rencontrez dans votre activité professionnelle. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ça, cette question-là s'adresse à vous deux et à vous, Madeleine, particulièrement. Je voudrais savoir si vous avez déjà gagné un prix en tant que sorcier gentil de votre coin. Il y a un prix. Voilà. Sur la première question, est-ce que vous pouvez témoigner chacun, s'il vous plaît? Vous avez bien compris là cette fois? Non, alors c'était sur. En fait, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche au niveau économique? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça voilà. Est-ce que ça marche au niveau? Pas du tout entendu la question. Voilà, je la répète. Donc, est-ce que ça marche au niveau en fait économique, hein, est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Merci. Moi, oui, parce qu'on vend un produit de qualité, c'est toujours plus facile d'avoir qu'un produit de mauvaise qualité. Personnellement, comme j'ai un coût de production qui est moins important parce que je n'ai pas de cochonnerie dans ma terre, donc je tourne un peu en autosuffisance, je fais un peu de la permaculture, donc j'achète rien à l'extérieur pour nourrir ma terre. Du coup, j'ai des produits qui coûtent mon temps de travail, mais rien de plus. Et du coup, ça devient très rentable. En plus, comme ça permet d'avoir une vie saine, mais ça fait qu'on n'est jamais malade, donc on n'a jamais de dépenses et on est heureux sans avoir besoin de. Je sais pas comment dire, il y a une vie qui est harmonieuse qui fait que ça marche tout seul. Et au niveau des finances, ça marche bien parce qu'on a un produit de qualité. C'est vrai que la vente directe permet de voir les gens de plus en plus, on en a marre d'acheter des choses qu'on ne sait pas d'où ça arrive. Et que de plus en plus, moi, ma clientèle est contente de trouver d'être en face de la personne qui fabrique. Et du coup, ça se vend bien. Ça se vend mieux qu'un produit industriel, je pense. Merci. Parce qu'on est vraiment sur une vague où il y a vraiment une demande là-dedans. Après, c'est vrai que c'est plus de temps peut-être, mais je ne sais pas parce que j'ai jamais cultivé autrement, donc je ne peux pas faire comparatif. Merci Madeleine. Hervé, un mot. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus lentement parce qu'en fait, évidemment, on perd un peu en qualité de son. Donc Hervé, pas trop vite, s'il te plaît, quand tu parles. D'accord. Oui,
argent, et en même temps on est heureux dans ce qu'on fait. Et du coup, c'est des systèmes en plus qui sont économes, où il y a beaucoup d'auto-construction, il y a beaucoup d'auto-approvisionnement, enfin, on se débrouille par nous-mêmes. Et du coup, c'est des systèmes économes et qui dégagent, qui ne font pas des gros chiffres d'affaires, mais qui font la différence entre chiffre d'affaires, entre le charge des produits, elle est intéressante. Et du coup, on gagne correctement notre vie. Voilà. Et en même temps, on est heureux et on est libre de banque, parce qu'on n'a pas d'emprunt, très peu d'emprunt dans les banques, on n'a pas d'emprunt dans les banques, donc on a toute notre liberté et tout nos moyens. Enfin, voilà, moi je confirme aussi, je confirme. Merci, je crois que la réponse est assez claire. Il y a juste une question bis pour Madeleine, parce que je la répète, c'est est-ce que tu as gagné des prix? Quel prix avec les cosmétiques, avec la production de cosmétiques? Est-ce que c'est quoi? Tu as gagné des prix, ou un prix? Avec la production cosmétique, non, j'ai gagné un truc d'entreprise innovante. D'accord. Bon, bah, c'est voilà. Bien, c'était ça le sens de la question, je pense. Alors, il y a une autre question, je vais vous amener le micro. Hein. Alors, peut-être venez là, parce que ça va être plus facile pour qu'ils vous comprennent, en fait. Hein. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était votre temps de travail, en fait. Voilà, est-ce que vous avez beaucoup de temps libre ou pas? La deuxième, c'était plus, bon, ça s'adresse un peu à tout le monde, c'est plus sur la question des semences, sur l'échange libre des semences. J'avais cru apprendre que la législation bloquait l'échange des semences si on ne passait pas par un marché spécifique et par des boîtes spécifiques. Et aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous pouvez faire de l'échange libre ou est-ce que vous réutilisez que vos propres semences? Voilà. Est-ce que c'est la question a été comprise? Les deux d'ailleurs questions. Oui, d'accord. Oui. Moi, au niveau des semences, je fais de l'autoproduction, donc je réutilise mes propres semences, mes propres plants, ou j'échange avec des collègues, donc je ne m'occupe pas tellement de la législation. Merci. Hervé? Pour les céréales, on est autonome, c'est-à-dire qu'on retape dans notre cas de blé, hein, et du coup on s'autoprovisionne. Et comme c'est un blé local qui n'a pas d'exporteur, du coup j'ai eu la loisir de le refiler à des collègues qui le reçoivent. Voilà, donc du coup on se débrouille entre nous, la législation, après, voilà, personne n'est plus de demander, moi, des comptes sur mon blé, donc c'est plus ça, quoi, voilà. Merci. Et par contre, après, sur d'autres semences, par exemple les semences fourragères pour les prairies, on achète, donc là on est pas autonome. On est pas autonome et on achète de la semence en bio, de référence en bio. Voilà. Ok, merci. Il y a encore au moins deux questions. Ça va, on peut encore prendre quelques minutes pour François. Ah, sur le temps de travail, pardon, oui, merci. Oui, il y avait une question, effectivement, vous avez... mais parce qu'en fait, le travail, les vacances, tout ça, c'est un peu là. Non, ils vont en dire eux-mêmes peut-être. Mais... Oui. Donc, non, sérieusement, une question sur le temps de travail. On dit, mais est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup de temps libre? C'était un peu exprimé comme ça, la question. J'espère que je ne déforme pas trop. C'est ça. Et est-ce que... Oui, est-ce que vous pouvez sortir d'ailleurs, Hervé? Est-ce que c'est chez toi là ce soir, hein? Pardon? Est-ce que tu es chez toi ce soir? C'est pas curieux. Non, je suis pas chez moi ce soir. Non. Donc, est-ce que vous êtes capable de répondre sur cette question du temps de travail? Parce que finalement, comme il n'y a pas de réponse, je sais que vous ne savez pas répondre, mais il faut nous le dire. Moi, je suis incapable de vous répondre sur le temps de travail parce que je ne sais pas quand je travaille et quand je me fais plaisir. Parce que la culture des plantes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la fabrication, j'aime ça. En fait, si j'avais rien à faire, c'est ce que je ferais. Je ne suis pas capable de savoir quel est mon temps de travail et quel est mon temps de loisir. Okay. Puisque passer 3 heures dans le jardin, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir travaillé. Bon, et en même temps, j'avais passé bien ma vie, donc j'échange mon travail contre de l'argent. Mais honnêtement, je ne sais pas.
Ok, merci Hervé. Alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Moi, c'est pareil, c'est difficile de dire, voilà, d'abord en agricole, tu n'as pas un horaire un matin, tu vois ton fois à 7 heures, voilà, c'est pas comme ça. La journée commence, pour moi, la journée commence à 6h30, 7h, on va dire 7h, on va dire 7h, et elle se termine à 6h du soir, à 18h30. Le week-end, moi j'essaie de travailler un peu le samedi matin, mais sinon tout le samedi après-midi et le dimanche, c'est pour j'aime bien faire du sport, et le dimanche en famille, ou faire, le dimanche, c'est bon. Et comme je ferai des études le samedi matin, des fois je travaille, mais des fois je travaille pas non plus. Voilà. Et puis on arrive à se prendre, nous, parce qu'on s'arrange avec un voisin, on arrive quand même à se prendre, nous, 4 semaines, 5 semaines de congé, on va dire, par année. Le congé, ça veut dire qu'à un moment donné, on sort de la maison pour gagner sa vie, etc. Voilà, on prend le temps de vivre aussi, les voir du monde. Voilà. Ok, merci. Je crois que c'est la réponse assez concrète également. Est-ce qu'il y a encore une question derrière? Vous pouvez venir, oui, ça va être plus simple. Bonsoir. Peut-être vous l'avez compris qu'ici il y a probablement plus de personnes militantes et convaincues que l'agriculture paysanne, l'agroécologie sont des bons chemins à prendre plus que de paysans. Et je voudrais vous poser une question sur le regard que vous portez sur un niveau plus global, la politique, par exemple la politique agricole de la France ou la politique agricole au niveau de l'Europe. Et aussi peut-être sur les organisations paysannes en France, le travail qu'elles font, voilà. En fait, moi je suis un peu du partisan de la politique du colibri, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire sur place et dans mon rayon à moi, dans mon secteur, et je peux pas tout faire, donc je fais là où je suis, et là je fais, c'est là où j'œuvre et où j'avance. Et c'est vrai que je ne prends pas le temps d'écouter ce qui se passe quand c'est trop loin et trop compliqué. Je dis que mon énergie, je préfère l'utiliser à faire du concret localement. Ok, merci Madeleine. Hervé? Moi, je n'ai pas pu vous saisir la question, il m'a semblé entendre parler de la PAC. En gros, votre avis, ton avis sur effectivement la politique agricole au sens large, la PAC et du rôle des organisations syndicales et autres qui œuvrent pour modifier ou changer l'agriculture. Alors la PAC, elle signe et elle continue, elle signe. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un type d'agriculture industrielle et elle maintient ce cap. Avec, ça change pas ça. Et après, nous, on est presque en résistance contre un système comme ça, parce qu'on voit que ça vide les campagnes, de plus en plus. Il n'y a plus de. Enfin voilà, par chez nous, par exemple, c'est un exemple, comme vous voyez, quand je me suis installé il y a 30 ans, on était 15, 16 paysans. Maintenant, on n'est plus que 6. Et dans 10 ans, il n'y aura plus que 3 paysans. Et ça continue comme ça, les fermes, elles s'agrandissent à l'écran, elles se spécialisent, elles s'industrialisent. Et nous, là-dedans, les petits, on est, si tu veux, on a un peu on est un peu en marche, quoi. Et voilà, on est un peu en marche. Alors, heureusement que la Confédération paysanne, un petit peu, on se prend les deux avec les GAC, il y a toute une organisation quand même autour de l'agroécologie, quand même, qui nous, qui nous épaule et qui nous conforte un peu dans nos choix. Mais, si tu veux, voilà, on est toujours en phase de résistance. Voilà. C'est un peu paradoxal parce que les jeunes, il y a toute une frange de jeunes entre 25 et 40 ans qui ont des
projet rural qui veut venir, c'est la production n'a pas de place, quoi. On a du mal à la production a du mal à leur faire de la place. C'est un peu pareil, parce qu'en même temps, ils travaillent plus vite, quoi. Oui, c'est un bon constat. Alors, on a vu sur la PAC, une malmène, elle malmène. Alors, un petit point positif, là, Hervé, un petit point, donc, puisque tu as reçu la stagiaire qui s'appelle Laure Fontaine. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de passer son témoignage, mais donc je l'ai appelée hier. Elle est une personne qui s'est installée suite à un passage de formation de 5 jours avec Hervé, et puis elle a continué son petit morceau de chemin, et 3-4 mois après, elle s'est installée donc, dans les Alpes, sur un projet d'élevage de volailles, pondeuses et chères. Et son mari, parce que ça peut-être pas au courant, Hervé, mais son mari qui était dans l'électronique, je ne sais plus exactement quoi, et donc Laure m'a annoncé hier que son mari veut démarrer un BPREA pour s'installer avec elle. Voilà, petite surface. Alors, donc, une dernière question pour effectivement, avant de vous laisser à vos occupations de soirée. Une dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir. Ben, en fait, ça fait un petit peu écho à l'exemple que tu as cité là. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une activité agricole bio, et puis est-ce que vous pensez qu'un parigot peut y arriver? S'il y croit, oui. D'accord. Est-ce qu'il faut démarrer petit? Alors, est-ce qu'il faut démarrer petit? Bon, je pense que le témoignage de Laure va venir conforter un peu ce que Madeleine vient de dire, et je sais pas, Hervé, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on vous laisse, parce que je crois que tu es en société, comme on dit, peut-être rurale, mais quand même en compagnie, donc on va te garder trop longtemps. Mais est-ce que tu as un mot à rajouter là-dessus? Est-ce qu'il y a de la place pour les gens qui viennent plutôt de la ville, là, pour des projets autour globalement de l'agroécologie et des savoir-faire agroécologiques? Carrément, la réponse c'est ça, ça veut dire que il faut bien sûr que après c'est vrai qu'il faut en avoir un peu dans le il faut l'État, ça veut dire que frontière appelée un peu par la terre, par le vivant, par le monde rural, voilà. En même temps, je trouve que c'est un super métier, parce que du coup, ça fait cultiver les ressentis, ça vient dans tous les sens, on a perdu, que tout le monde perd, quoi. Et puis, je trouve que c'est vrai que c'est un super cadre, on a une pleine liberté, enfin, moi, je dis au contraire, ça est arrivé un peu, venez dans une campagne, pour avoir des projets, mais par contre, avoir des projets, ça fait nos campagnes, elles vont mourir autrement, quoi. Mais alors comment il faudra du monde, quoi. Tout le monde a fait ça dans une campagne, il arrive de la ville, quoi. Il arrive du milieu urbain, quoi. Les gens, c'est la vie, quoi. Pour avoir envie, j'ai envie de vous donner envie, moi. Merci. Hervé, encore 30 secondes de votre temps, parce que j'ai une dernière question là d'une mademoiselle qui est à côté, donc je ne peux pas me dire non. Donc voilà, elle est là. Bonsoir, excusez-moi, je vais faire court. En fait, c'était une question donc, par rapport à quelque chose qui n'a pas encore été abordé, c'est le circuit de distribution de vos produits. Enfin, vous en avez parlé, mais du coup, je voulais savoir comment vous faisiez pour effectuer la promotion de vos produits, justement, par la vente directe. Comment est-ce que vous en sortez? Donc plutôt la promotion, parce que la vente, on en avait parlé un tout petit peu, peut-être pas Hervé, mais rapide, en 15-20 secondes, si vous avez une réponse sur la promotion de vos produits, comment ça marche? Vous êtes là? Oui. Pour nous, la promotion, pour le moment, il n'y a aucun souci d'écoulement. Le produit se vend très bien. Nous, on vend sur le marché, on fait un marché par semaine, on fait livre 2 par là, et puis aussi à la maison. Et sinon, c'est la production, quoi, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, du coup, après, c'est bouche à l'oreille. Plus ça va, plus tous les gens le ont du financement. Et en même temps, ça peut augmenter notre producteur. Et c'est un truc qui est super bien. Enfin, voilà, après, les produits se connaissent, on les fait connaître. C'est bouche à l'oreille. On a mis garde, on a mis aussi au niveau des départements, des gardes, avec les
Ok, merci Hervé. Merci Hervé. Madeleine, un mot? Moi, je sais que je vais beaucoup, par exemple, dans toutes les boutiques où je suis, je vais régulièrement faire des animations pour me sortir des rayons, pour bien démarquer ma différence par rapport aux produits industriels de qualité aussi, mais industriels et pas local. Et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne très bien. La majorité de mes clients viennent par des amis qui ont rencontré le produit et qui ont envie de... Je travaille aussi avec la Ruche Kidini, qui sont des magasins de producteurs en ligne. Les Parisiens connaissent. Voilà. Encore les têtes qui aiment ou qui n'aiment pas, mais en tout cas ils connaissent. Merci. Sinon, c'est vrai que le bouche à oreille qui fonctionne mieux. Hein. D'accord. Merci Madeleine. On va vous laisser maintenant, parce que la soirée avance pour tout le monde, pour vous et pour nous. En tout cas, merci de vos témoignages très concrets. C'est ce qu'on voulait ce soir, de montrer qu'il y a des métiers qui fonctionnent. En rural, mais aussi en ville, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure ensemble, et dans lequel on a des valeurs très proches évidemment de l'agroécologie et du développement durable. Bonne soirée. Bonne soirée. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si on peut, je sais pas le timing, hein, parce qu'effectivement il y a un témoignage, alors il faut juste un peu de technique pour... ça poursuit bien la discussion qu'il y a eu, parce que notamment sur des dernières questions, sur dire mais finalement comment j'emmène là-bas. Ouais, alors, ce que je te propose, c'est qu'on puisse faire un tour de questions déjà, s'il y a des questions pour les deux intervenants, pendant que la technique s'occupe de mettre en place le système pour le témoignage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Oui, j'ai encore une question sur la question de la transition entre des modèles conventionnels de production agricole et ce modèle agroécologique. On voyait donc, suite à la réponse d'Hervé Ricard, qui a vu notamment une baisse de la production de céréales, enfin du rendement en céréales, qui était divisé par 2. Moi j'aimerais savoir sur le projet que vous menez en Inde, où les enjeux sont différents. Il y a des enjeux de sécurité alimentaire qui sont très présents, d'insécurité nutritionnelle, à savoir cette phase de transition également. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et est-ce qu'ils se sont traduits également par des baisses de rendement? Et comment vous avez pu parer à ces difficultés ou trouver des solutions de façon à ce que on puisse avoir le succès que vous avez présenté? Merci. Tu veux les prendre les unes après les autres, les questions ou... Oui. Alors, d'accord. Donc en fait, en fait au contraire sur le projet, on n'a pas eu du tout de baisse de rendement et on n'a pas eu de baisse notable de rendement. Alors après, j'ai écouté, c'est un large débat sur baisse de rendement, pas baisse de rendement. Je pense que ça dépend vraiment, des contextes et des modes de production, de la superficie de production aussi, j'imagine. Pourtant sur les familles qu'on a là en Inde, on a aussi de la production, parce qu'on a de la production, j'ai parlé de la production de légumes puisque je m'intéressais beaucoup à la souveraineté alimentaire, mais on a aussi de la production de blé, de riz, dans ces mêmes familles, et donc elles appliquent les mêmes techniques. C'est vrai que on n'est pas du coup totalement, mais je sais pas si Hervé aussi, on n'est pas du coup totalement dans de l'agroécologie sur ces productions-là. On va être sur du 100% bio, mais c'est vrai que sur ce qui est sur la rotation des cultures, etc. Après, on est aussi quand même sur des superficies petites, mais sur une culture blé ou riz. Après, on a toutes les autres cultures autour. Comme il y a eu une transition, il y avait ces champs qui existaient, qui préexistaient, et du coup, on s'est adapté en biologique sur ces champs, et on n'a pas adapté la culture au milieu comme on pourrait le faire si on rentrait directement en agroécologique sur une zone. Mais
Mais non, pas du tout. On n'a pas eu de. En fait, il y en a qui. En fait, en comparaison là, sur la dernière évaluation avec la comparaison avec avant ces mêmes familles et la comparaison avec les autres familles en même temps, parce que c'était important surtout parce qu'il y a aussi les chocs climatiques qui jouent sur d'autres familles qui elles ne sont pas passées en agroécologique. On voit les deux. Hein, je vais pas vous dire, je vais pas vous vendre du rose. Bien entendu, on voit des familles qui ont des rendements moins importants que des familles qui vont utiliser mais en moyenne, non, on n'a pas de baisse, voire on a des augmentations sur les. L'évaluation, on était à un peu plus de 200 familles, là, on est un peu plus de 300, on est à 300. Voilà. Et. Vous avez rencontré des difficultés ou des contraintes dans l'adoption de ces nouvelles pratiques? Non, alors du coup, en fait, il y a aussi, faut replacer les choses dans leur contexte aussi. Là où c'est aussi très différent, c'est que on est sur une agriculture, on était sur une agriculture avec utilisation d'un, enfin, je garde l'Inde comme exemple. On était sur une agriculture avec une utilisation d'intrants chimiques, mais qui n'était pas forcément un modèle d'agriculture intensive comme on va la voir ici, parce que les superficies étaient de toute façon plus petites. Quand le monsieur a dit, c'est pour ça que j'ai souri, quand le monsieur a dit j'ai une petite superficie, j'ai 37 hectares je crois, voilà, à l'échelle indienne 37 hectares c'est énorme, et enfin c'est énorme, il y a plus, mais pour les paysans avec lesquels on travaille c'est énorme. Une grosse exploitation c'est dans les 11-15 hectares dans la zone où on travaille. Là c'est des gros producteurs, des familles qui ont une grosse production. Après bien entendu il y a aussi des gros producteurs avec des terres, etc. Vastes. Mais bon, du coup, voilà ce que je disais. Je pense qu'il y a aussi les réalités. Après, il y a l'utilisation de ces intrants chimiques. Ils n'ont pas forcément. Le monsieur a dit qu'il avait appris dans les livres l'agriculture. Là, on est sur des familles qui ont appris sur le tas généralement. Donc peut-être que s'ils utilisaient, je sais pas, s'ils utilisaient leurs intrants chimiques différemment, peut-être qu'ils auraient pu avoir des rendements plus élevés. Donc voilà, c'est aussi comment est-ce qu'ils utilisaient cette agriculture chimique avant, la façon dont ils savaient la gérer. Je pense que ça peut jouer aussi. J'ai pas toutes les explications. Après, c'est vrai que à cette question des rendements, il y a des débats. Je pense aussi que ça peut aussi dépendre du type de culture. Et il y a beaucoup de débats, mais il y a aussi c'est aussi une question de réflexion sur le long terme. Il faut voir des terres en intensif et en chimique. Sur le long terme, la baisse des rendements liée à la détérioration des sols. Parce que peut-être qu'on va avoir une baisse des rendements. Et c'est même pas sûr, comme je vous dis, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, c'est un peu un débat et ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Et je peux pas... Vandana Shiva, justement, a beaucoup écrit pour démontrer le fait qu'à l'inverse, on pouvait avoir des rendements augmentés en agroécologie par rapport à l'agriculture moderne. Là, voilà, on a deux exemples différents de Hervé qui disait qu'il avait baissé en rendement et nos exemples qui n'ont pas baissé en rendement. Mais je pense que derrière, il y a aussi d'autres réalités, d'autres... voilà. Ouais, et pour compléter, je t'invite à lire un article qui figure dans l'agenda de la solidarité internationale là, sur les idées reçues, sur le fait qu'une agriculture, donc c'est une idée reçue, l'agriculture intensive est plus productive que l'agriculture biologique. Et c'est basé, c'était fait par notre expert agroéconomiste et basé sur deux études qui sont faites, et c'est assez bien fait pour montrer que ne serait-ce que dans la durée, bien sûr, c'est plus rentable l'agroécologie parce que tu appauvris moins les sols, mais aussi sur d'autres facteurs en fait qui sont différents et qui sont détaillés là-dessus. C'est un article qui est très court mais qui résume assez bien la situation. Juste un petit point, peut-être il faut voir sur un territoire et non pas sur 1,5 hectare ou 2 hectares. Ça ne veut pas dire grand-chose de dire on produit moins sur 2 hectares parce qu'on a mis du blé bio ou du blé en agroécologie. C'est un système, donc il a mangé les poules aussi, donc il n'en faisait pas avant, etc. Donc c'est pas non plus. Non, et je voulais juste dire aussi ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que, enfin, c'est pas le cas nous ici, et c'est pas le cas des paysans qui vont nous parler directement, mais il y a eu aussi qui a aidé à l'idée que les rendements baissaient. Il y a eu aussi des malversations de chiffres qui ont été faites par le passé. Je prends des exemples toujours comme nous on travaille à l'international. Au Vietnam, à l'introduction des OGM, les chiffres de l'augmentation des rendements qui sont encore publics et qui n'ont pas été démentis par personne au moment où ça a été mis en place
avec l'aide américaine, post-guerre, etc. Ces chiffres sont faux, donc il y a pas mal de choses, voilà, faut voir sur quelle base les différentes études se postent, et c'est vrai que du coup, voilà, c'est un débat qui continue, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que... mais je pense que les derniers propos, voilà, on en revient à cette histoire d'écosystème, c'était très pertinent, donc je vais m'arrêter là. On peut passer à une autre question, hein, Chopin. Attends. Il y en a partout, dans les deux sens. Monsieur, plus près, je sais pas lequel vous étiez à peu près en même temps. En fait, quelle était la production principale des paysans indiens? Et c'est un sujet parce que Madeleine disait que elle s'occupe de ce qui est de son ressort, mais malheureusement, on sait qu'en agriculture, c'est pas le paysan qui a 1 hectare qui fait des cours mondiaux. Et par exemple, les grandes puissances agricoles font du dumping par le biais de subventions qui font artificiellement baisser les prix du marché. Et de ce fait, les productions locales, notamment les pays du Sud, sont plus compétitives. Et malheureusement, ça ne dépend pas que de leur ressort. Et je voulais savoir, est-ce qu'elles arrivaient à vendre finalement à un tarif compétitif par rapport au marché? Voilà, déjà, c'est vrai que là, donc, on est dans un contexte indien, donc c'est différent d'un contexte africain. C'est un peu ce que j'entendais tout à l'heure quand j'ai dit que, quand je parlais des prix des comptes d'exploitation au Sénégal, et que j'ai dit il y a aussi d'autres choses qui faisaient qu'il y avait des difficultés sur le fait d'avoir quelque chose un revenu rémunérateur. Mais en Inde, bon, déjà, on est dans un contexte assez protectionniste par rapport aux importations, contrairement aux pays d'Afrique qui se prennent de plein pot le phénomène dont vous parlez. Les agriculteurs en question, arrivaient à vendre leur production sur le marché pour... déjà, ils produisaient, donc, comme je l'ai dit, du blé, du riz, du maïs sur leur petite parcelle champ. Et après, certains avaient des légumes plutôt pour l'autoconsommation, et donc en moyenne 3-4 variétés par famille. Certaines n'avaient pas de légumes. Et ils arrivaient à vendre sur le marché à un prix... au prix du marché. Donc, mais ce qu'il dit aussi, pas forcément un prix rémunérateur. Mais après, l'Inde se nourrit de ses propres céréales pour beaucoup. Hein. Le riz, le blé, c'est local. Et pour voilà, donc j'allais dire autre chose et puis j'ai oublié. Donc voilà. Désolée, je suis très fatiguée. Je parlais tout à l'heure de manipulation, bon, c'était juste un aspect que j'ai vu comme ça, après votre explication. Mais la question que je voulais poser fondamentalement, c'était de savoir si on va faire une activité comme celle de Madeleine, combien on peut démarrer à peu près? Non, c'est une question intéressante sur l'installation progressive. Et là, toutes les écoles existent, hein, mais disons que il est possible, et donc nous on en a, sur 150, on en a peut-être 80 ou 100 qui se sont installés avec pas beaucoup d'argent. Donc on a un boulanger dans le Pays d'Auge. Il s'est installé il y a un petit moment, je crois que c'est à peu près 25 ans, il venait de Hollande, il n'avait rien, il avait son sac à dos, il a fait des caisses, il a fait son truc pour mettre ses pains, il a construit son four, il a jamais été voir un banquier et maintenant ils sont 4 salariés. Donc ces exemples-là, ils existent tous les jours. Fontaine, si on l'écoute, vous expliquera que la des poulaillers, c'est des trucs en bois, on voit sur son site, il est construit ça avec son mari et ses copains, donc je sais pas combien il a mis, elle m'a pas dit, mais voilà, c'est des choses qui sont simples, et qui sont d'autant plus faciles dans un système, comme le disait d'ailleurs Hervé et Madame, je crois les deux, on dit c'est d'autant plus facile qu'on va dans un système de type agroécologique. Et là on retrouve des éléments de comparaison avec ce que vous faites en Inde ou ailleurs. Le système il est autonome.
il est conçu pour être autonome. Donc il y a de toute façon moins besoin d'investir dans des trucs de stockage, dans des matériels complexes, déjà en soi. Et puis après, c'est un choix individuel de démarrer petit, alors qu'on nous dit toujours qu'il faut démarrer plutôt avec... pour être gros, quoi. Voilà. Donc c'est un état d'esprit aussi. Et Madeleine, si quelqu'un s'installe, et d'ailleurs s'il forme chez nous des gens qui s'installent, parce que si quelqu'un s'installe à 15 km de chez elle, ça lui va bien, il n'y a pas de souci. Elle dit il y a la place pour tout le monde. Donc cet état d'esprit-là aussi, de dire finalement, on peut s'installer sur une installation de volailles à 150 poules, avec là 120, 150 poules, ça permet 120 poules, c'est un demi-SMIC. Donc il suffit de faire 250 et ça fait un SMIC. Hein, voilà. Et donc ça, il n'y a pas besoin de travailler 15 heures par jour pour avoir ça. Et donc on peut démarrer effectivement progressivement sur plein de savoir-faire. Et c'est pas seulement vrai sur les savoir-faire agricoles, hein, il y a aussi des savoir-faire de transformation sur lesquels on peut aussi avoir ce même raisonnement. C'est toi qui... Ouais. Alors, bonsoir. Comment ? J'avais une petite question pour lui, c'est ça ? Arnaud, oui. En fait, j'avais plus une question globale en fait, sur le ressenti de la prise de conscience des gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a là, je pense que dans la salle, on est tous plus ou moins convaincus par l'agroécologie et tout ce que ça véhicule. Et je voulais savoir sur le terrain si j'ai l'impression qu'il y a un peu une double mouvance. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a 10 ans on aurait fait cette même conférence, il y aurait eu autant de monde. Mais à la fois, on se rend compte aussi que les Français sont moins préoccupés par l'environnement de fait de la crise. Et du coup, je voulais savoir sur le terrain, même des fois, j'ai l'impression railler un peu l'environnement. C'est devenu un peu des sujets de moquerie. Et donc, je veux savoir justement votre ressenti sur le terrain. Est-ce que voilà, vous faites face à des fois des personnes qui sont hostiles Alors, plusieurs choses. D'abord, je vais répondre comme Madeleine. Moi, je fais à mon niveau. Donc, j'ai pas une vision globale. Je fais à mon niveau. Et j'essaye en tout cas d'entraîner des femmes et des hommes dans ce qu'ils font eux, là, c'est les deux qu'on a entendus, mais ils sont 150, 170, et ça marche. Je pourrais vous prendre plein d'exemples. Donc à mon niveau, ça fonctionne. Il y a des gens qui s'installent, tout l'expert en a des témoignages. Après, deuxième chose, mais c'est microscopique, on en reçoit 1200 personnes par an, il y a peut-être 400 porteurs de projets, ça reste, puis il y en a peut-être 50 ou 100 qui s'installent, j'en sais rien, mais ça reste microscopique par rapport au sujet. Donc oui, on reste tout petit. Deuxième chose, c'est que il y a un signe plutôt encourageant, c'est que quand il y a 7-8 ans, quand on démarrait un peu justement des gens qui venaient à nos stages et qui se disaient tiens, finalement j'en ferai peut-être mon métier demain, on commençait il y a 5-6 ans à monter un dossier de formation. Si le dossier était resté sur le bureau de Pôle emploi, on était sûr que de toute façon il se passait rien. L'élevage de volailles, 120 poules, machin, ça passait même pas sur le bureau, ça, à mon avis ça allait directement à la poubelle. Aujourd'hui, Pôle emploi ou des OPCA, comme on dit, des organismes qui sont collecteurs des fonds de formation, on a des dossiers tous les jours. Et c'est devenu maintenant pour nous une source économique importante. Donc là, il y a eu en tout cas vis-à-vis des femmes et des hommes qui sont dans ces organisations, je ne dis pas des structures, mais en tout cas de ceux qui regardent les dossiers, il y a réellement une évolution de leur comportement vis-à-vis des dossiers qu'ils reçoivent de notre part. Après, quand on regarde, si je prends un regard macroéconomique, qu'est-ce que vous mangez chez vous tous les jours 95%, je suis sûr que c'est quand même quelque part quelque chose qui n'est pas issu de l'agroécologie. Donc on reste même chez vous sur une grande majorité de consommation qui n'est pas dans un circuit tel que nous on essaie de le promouvoir. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Bonjour. C'était juste pour rebondir sur la question de monsieur, justement. Est-ce que l'agroécologie, à force justement de la développer, et j'en suis un fervent supporter, mais je me poserais plutôt la question de l'autre côté un peu noir de la force, c'est-à-dire qu'à force de favoriser l'agroécologie, donc des petites surfaces ou des surfaces de façon assez moyenne, est-ce que ça ne va pas occasionner des graves soucis c'est-à-dire que les chimiques vont en prendre de plus en plus de terrain, vont prendre de plus en plus de surface, parce que eux, ils ont les moyens financiers, parce que les petits, ils se développent pas, ils restent petits, donc du coup, ils n'ont pas spécialement envie, ce que je comprends tout à fait. Hein. Je veux pas
Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a justement une problématique à tout ça? Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver dans le mur. On y est déjà pas mal, mais à un moment, les petits vont se développer, mais ça sera 1,5, 2 hectares, ce qui est 0,001, je crois, pourcentage de la surface agricole utile en France. Donc c'est vraiment tout petit, quoi. Alors, pour peut-être intervenir sur l'aspect coopération, peut-être, parce que je pense que ça peut être une réponse en duo, mais moi je sais pas les chiffres, je suis pas un spécialiste agronomique, mais simplement vous savez peut-être mieux que moi d'ailleurs à quoi servent les céréales en France. Oui, alors on s'en sert. Il y a deux choses, parce qu'en fait, les céréales c'est un milieu un peu particulier en France. Enfin, même par exemple, les fruits et légumes, c'est pareil. Non mais 60% des fruits et légumes bio viennent de l'étranger. Oui, mais et 80% des céréales, je sais pas, 2 tiers servent à nourrir des cochons, dont certains sont dans vos assiettes, mais aussi beaucoup partent à l'étranger. Donc, non, ce que j'ai simplement, c'est que il y a une agriculture qui ne nous intéresse pas, enfin, dans notre discussion. C'est celle-là, c'est-à-dire que. Oui, c'est la plus importante, c'est celle qui nous nourrit tous ici sur cette Non. Ah, si. Non, vous nourrit en protéines animales, mais pas forcément en végétaux. C'est-à-dire que les légumes et les fruits et légumes, ils viennent pas de là. Donc déjà, si on travaillait là-dessus, rien que sur ça, sur les ceintures urbaines, avec la production de légumes en local, ça fait, il n'y a pas besoin forcément de millions d'hectares d'ailleurs, parce que il y a des gens qui ont travaillé sur la question à l'INRA mieux que moi, évidemment, parce que je l'ai pas, moi non, mais qui ont montré qu'on peut effectivement vivre et faire vivre des familles sur des surfaces relativement petites. Donc la question de la surface n'est pas la seule question. Et par contre, ce que disait Hervé est tout à fait vrai, c'est-à-dire que quand on a des porteurs de projets, alors déjà une chose c'est que il y a beaucoup de gens dans cette salle qui s'intéressent au sujet, mais combien il y en a qui feraient le pas concrètement de s'installer sur une surface, c'est-à-dire de changer un peu l'économie agricole et alimentaire, et qui le feraient vraiment? Alors, moi je l'ai déjà. Il faut relativiser, ça dépendra des circonstances. Voilà, non, mais c'est une question un peu à la volée, mais pour dire que c'est pas aussi facile que ça. Et nous, on a testé. Enfin, moi, je travaille avec Village Magazine qui travaille beaucoup sur justement les relations ville-campagne. Les porteurs de projets, et nous on en voit beaucoup. Alors, il y a un métier sur lequel on a énormément de demandes. C'est producteur-cueilleur de plantes aromatiques et médicinales. Alors, je vais vous dire que ça. Des urbains, on en a tous les jours. D'accord? Alors on peut en vivre, hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en vivre, mais c'est simplement pour dire que, mais par contre, c'est vrai que maraîcher, quand on dit voilà, il y a 1 hectare, 2 hectares de maraîchage, et il faut les planter, semer et cultiver la terre pour faire du maraîchage, du vrai maraîchage, là il y a déjà beaucoup moins de monde. Quand c'est pour faire de la permaculture, là il y a plein de gens. La permaculture, pour l'instant, la vraie permaculture telle qu'on a là dans les bouquins, on n'en vit pas vraiment. Donc voilà, tout ça c'est plein de paradoxes. Il y a plein d'envies. Et simplement ce que disait Hervé est très vrai, c'est-à-dire qu'on ne génère pas les conditions pour que les envies se transforment en projets. Parce qu'il y a des freins énormes, comme vous l'avez dit, il y a des freins énormes, des lobbies, etc., qui font que rien n'est fait, ou pas grand-chose. Hein, je ne dis pas que rien n'est fait, mais pas grand-chose n'est fait pour que les envies se transforment en projets, et tout par des rêves. Enfin, tout ce que vous allez faire demain part d'un rêve, d'une idée. Donc, mais il faut après, sur le terrain, il y a les conditions pour que ça se passe au mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne se passe pas au mieux au niveau agricole, ça c'est clair. Ne serait-ce que l'aspect foncier, je ne vais pas prendre trop la parole, mais l'aspect foncier, enfin, vous connaissez tous Terre de Liens, je pense, ceux qui sont dans la salle, voilà. Donc c'est une superbe initiative, et là, il y a un vrai concret, un outil concret à disposition qui marche, sauf qu'il est encore microscopique. Mais voilà, ça, si c'était multiplié par 100, et il y a plein d'énergie dans la salle pour inventer plein de projets qui ressemblent à Terre de Liens ou à savoir-faire à découverte, moi, je pense qu'on arriverait à effectivement avancer. Alors du coup, moi j'avais une question, pardon, parce que si je comprends bien, vous avez une espèce de... Vous servez à mettre en lien des gens qui ont des projets plutôt en lien avec l'agroécologie, mais pas que. Non, pas que. Et en fait, c'est ça que j'aimerais comprendre. Du coup, vous dites qu'il y a 170 personnes, il pourrait y en avoir plus parce que tous les jours il y a des dossiers. Du coup, en fait, moi, ce que j'essaie de comprendre, puisqu'on parle de rester petit, voilà, qu'est-ce que c'est en fait votre association? Ah oui, comment vous fonctionnez et comment vous auriez envie de faire des petits pour que ce genre de choses se multiplient? C'est vrai que
Alors, juste un petit point aussi, je suis paysan aussi. Hein, voilà, bon, donc, je mets un peu les pieds dans la terre de temps en temps. Je suis pas maraîcher, je suis pas alors, juste, alors effectivement, je ne vais pas beaucoup parler de ce que l'on fait au quotidien. Donc peut-être ça mérite un petit mot. Les gens que vous avez entendus au téléphone, ils sont 170, c'est ceux-là. C'est des professionnels qui sont sur le terrain en activité. Il y a des artisans qui travaillent le bois, le fer, la terre, etc. Et il y a des artistes aussi qui font des bijoux. Et il y a des agriculteurs évidemment et des transformateurs, beaucoup. Des gens qui vont faire des conserves, par exemple, de légumes ou de fruits. Du fromage, etc., qui transforment la matière première. Donc tous ces gens-là sont des professionnels dans l'activité et nous on propose au public de venir apprendre, déjà découvrir, parce qu'on peut commencer par une journée pour faire du fromage, juste pour savoir comment ça se passe, faire du fromage au lait cru, sans ferment acheté à l'extérieur, avec une ferme ce qui se passe vraiment sur la ferme. Et jusqu'à maintenant des CAP, c'est-à-dire qu'on fait 2 CAP, le CAP ébénisterie et le CAP pain, pour ceux qui le souhaitent. On fait des parties techniques et pratiques, pas les matières générales, parce que ceux qui s'adressent à nous auront en général le bac ou au-delà, donc il n'y a pas besoin de passer l'épreuve comptabilité, français, etc. Donc c'est ça notre rôle, c'est de construire ces programmes, de les proposer et de faire en sorte de donner envie avec des femmes et des hommes qui ont envie de partager. Et donc ces rencontres-là, elles sont matérialisées par des formations, mais c'est des rencontres dans des lieux. C'est-à-dire que nous on n'a pas d'école, c'est une école, c'est pas une école virtuelle parce que les lieux de formation sont les ateliers, les fermes, les laboratoires de ces gens-là que vous avez entendus. Et le fait d'être dans ces environnements-là, ça me paraît être une bonne façon de donner envie de s'impliquer et d'y aller, quoi, et de faire le pas. Parce que souvent c'est bien ça qui manque, c'est qu'on fait des beaux tableaux, on fait des beaux projets, mais passer le pas, le faire d'une manière et le réussir. Là, enfin, je sais pas, on pourrait l'écouter parce que je trouve que c'est mieux que ce que je peux raconter. Si on peut l'écouter 2-3 minutes, enfin 5 minutes ça dure, c'est bien parce qu'elle raconte ça aussi. Et le fait que peut-être qu'il ne faut pas forcément aller voir la chambre d'agriculture, mais voilà, je trouve que c'est bien parce que là c'est peut-être le bon moment pour l'entendre. C'est donc une. Ah oui, il faut que je vienne. Le mot de passe. Voilà. Ce que je propose plutôt pour l'interview, c'est comme tous les gens ici se sont inscrits avec l'adresse email, nous on pourra la mettre sur le site internet. Si vous voulez, Donc en 2 mots, alors je vais juste raconter, parce que sur le témoignage de Laure Fontaine, qui a donc été voir la chambre d'agriculture. C'est normal, on va s'installer, on va voir la chambre d'agriculture. Et donc là, ils étaient sur ils ont dit, voilà, il faut X bandes de 1500 volailles, minimum une bande, c'est-à-dire un bâtiment avec 1500. Il n'en résonne pas en dessous. Dans les Alpes, c'est pas dans la plaine de la Beauce, dans les Alpes, 1500 minimum. Donc vous en prenez 2 ou 3, tant qu'à faire, voilà. Donc vous investissez autant. Elle s'est lancée avec 120. Et elle a un demi-SMIC avec 120. Elle fait autre chose, elle augmente son cheptel, elle va faire du fromage, ça fait 6 mois qu'elle est installée. Donc c'est juste un petit exemple pour montrer que chacun fait son chemin et que on n'est pas obligé de suivre celui qui est éventuellement donné par et donc nous notre rôle c'est ça, c'est de dire tiens Hervé il vit avec ses 300 400 volailles, c'est pas 4000, ça marche, ça fonctionne, c'est la rencontre avec ce personnage là qui fait que en tout cas on l'a aidé, je pense, à faire le pas et à s'installer sur une petite structure. Mais le petit n'est pas, ça peut être aussi des projets plus importants, c'est pas ça la question, c'est de dire regardez ces gens qui vivent sur une économie locale et vous pouvez faire la même chose si vous avez envie. C'est mettre en lien des gens qui n'ont aucun lien avec le milieu agricole, c'est les mettre en lien, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une idée, qui sont vraiment des citadins et qui ont une idée et un désir de faire quelque chose
alors qu'ils n'ont aucun ami dans ce milieu-là et aucune connaissance. Voilà, la question du réseau est importante aussi. C'est vrai qu'on aide à ce qu'on se construise son réseau de professionnels référents ou liens. Enfin, forcément, les stagiaires, il y en a 70% qui gardent des liens avec les Hervé. Il a régulièrement des gens au téléphone suite à ça, parce que tiens, j'ai besoin d'un conseil. Et vous avez évoqué l'aspect formation et stage. Moi, je voudrais savoir les conditions qu'il faut remplir pour en bénéficier. Alors, je ne sais pas si on est dans le sujet de. Je veux bien vous. À la limite, je veux bien on parle des deux mots sur un sujet long. Je sais pas. Si ça intéresse, oui, une réponse très belle. En fait, nous, c'est une activité économique. Donc là, on sort un peu du champ, on va dire, militant, pur, enfin, que vous avez vu sur Local Echo. C'est pour ça que j'ai montré le site, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a un site d'information qui s'appelle localeco.eu, sur lequel vous avez, je vais répondre à votre question, sur lequel vous avez les portraits de certains professionnels. On l'a lancé il y a 6 mois, donc c'est encore. Et puis il y a un site que vous avez sur la documentation qui était là-bas, qui s'appelle lesavoir-faire.fr, sur lequel on a une offre de stage et de formation. Et là, on a une vie économique, donc on est comme tout le monde là-dessus, on n'a pas de subvention, et donc il y a un prix par journée de stage, et donc on essaie de s'en sortir comme ça. Et puis il y a aussi un prix pour. Il y a des dossiers de financement, et donc plein de gens ici, je suis sûr, ont accès à des fonds de formation, et encore plus demain qu'aujourd'hui avec le compte personnel de formation, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça, qui va remplacer le DIF, le droit individuel à la formation. Et donc vous avez les gens qui ont envie, en général, au moins plus qu'une fois sur deux, trouvent des financements pour financer leur parcours. Donc, mais là, ça dépasse un peu le sujet. Je veux bien vous prendre au téléphone ou tout à l'heure pour, en fonction de votre situation, voir ce à quoi vous avez droit. Mais justement, je tiens, on va devoir donc terminer l'événement. Vous avez encore une dizaine de minutes où vous pouvez vous restaurer, voir les produits qui nous ont été offerts par notre partenaire Intereco. On vous remercie, la mairie du 2e aussi. On vous remercie d'être venu pour cet apéro thématique. Vous pouvez échanger aussi avec les intervenants de manière plus personnelle là. Je vous invite aussi à faire un tour sur notre boutique solidaire. C'est des événements qui sont gratuits, donc nous c'est comme ça qu'on arrive à les financer. Il y a des produits intéressants, l'IGIA pourront vous renseigner dessus. Et je vous invite aussi à venir sur notre site internet Solidarité. Le prochain apéro thématique sera sur la valorisation des céréales locales. Avec normalement une petite dégustation en plus à la clé de céréales locales cuisinées. Donc ce qui peut être comment ? Local d'où ? Local, c'est une variété que James a sauvée du Midi-Pyrénées en fait avec son voisin. Et donc du coup il fait des collègues de maïs de Midi-Pyrénées. Donc local de Midi-Pyrénées qui vient entre Paris. Mais bon, on n'a pas encore le lieu, mais je vous invite à consulter notre lettre d'info et notre site internet. Normalement ça sera mi-avril. Donc merci en tout cas à vous tous, et il y aura un petit compte rendu avec un enregistrement qui sera disponible si vous le voulez d'ici la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci. Comment ? On retrouve où le compte rendu sur notre site internet, sur le site de Solidarité, donc solidarité.asso.fr. Voilà. Merci à vous.